Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de cette soirée autour de Tatiana Giraud. Et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais en tout cas d'emblée, je veux la remercier pour sa présence, pour ce thème qui est tout à fait central. D'abord parce que les questions d'environnement sont centrales aujourd'hui dans ce fonction, et que parfois la question de la biodiversité est, je dis ça sous son contrôle, un petit peu le parent pauvre du sujet par rapport au climat, à la question du climat qui parfois écrase les débats. Or, ce sujet de biodiversité, pour ma part, en tout cas, je le considère comme au moins aussi important. D'abord parce qu'il est évidemment en interdépendance avec le sujet du climat, mais aussi parce que c'est un sujet sur lequel on sent davantage peut-être la possibilité d'une action humaine qui puisse venir contrecarrer les grandes tendances. Je dis ça aussi sous son contrôle, c'est peut-être mon optimisme et mon volontarisme qui parle en disant cela, mais je crois qu'on peut, sur ce point, en tout cas, se poser des bonnes questions et le faire à la lumière des grands experts, et évidemment, Tatiana Giraud en est un très reconnu. Je voudrais remercier Muriel Beyer de ce qui se passe ce soir, parce que ce soir, il y a un petit côté inaugural très important pour le laboratoire, puisque c'est le premier ouvrage que nous sortons dans le cadre de la collection prévue aux éditions de l'Observatoire depuis le début. Nous sommes fixés comme objectif avec Muriel Beyer d'avoir 2 livres par an publiés au titre du laboratoire de la République aux éditions de l'Observatoire, qui pourraient partie des éditeurs les plus proches possibles du laboratoire de la République, puisque c'est quand même un éditeur qui a une ligne, et cette ligne, il se trouve qu'elle coïncide avec la nôtre, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, par exemple, avec récemment dans cette même salle, vous en souvenez, pour ceux qui étaient là. Je voudrais évidemment remercier Marie Vianney, à bien des titres, d'abord d'exister, avec tout ce que ça signifie, mais aussi parce que c'est quand même grâce à elle que ce livre existe aussi. D'abord, c'est elle qui a eu l'initiative, c'est elle qui est chargée justement de l'animation de cette collection. C'est aussi elle qui a souhaité, avec un particulier volontarisme, justement, que ce soit ce livre avec 7 auteurs et qu'elles puissent y travailler ensemble. Et puis aussi pour reprendre du service à titre exceptionnel, puisqu'elle nous a, depuis quelque temps, elle ne fait plus les conversations éclairées, mais aujourd'hui c'est une conversation éclairée spéciale. C'est un peu comme quand on retrouve Michel Drucker pour une soirée de variété, même si évidemment Marie n'a pas le même âge, mais en tout cas c'est une sorte de retour de quelqu'un que tout le monde aime beaucoup ici. Donc merci à Marie pour tout cela, et avant toute chose pour le fond de toute cette question, parce que ce que nous espérons aussi, c'est que la soirée de ce soir et ce livre en tant que tel ait un effet matriciel sur les travaux du laboratoire de la République. Nous avons une commission environnement, et où évidemment le sujet de l'environnement a vocation à être très présent, y compris dans les contributions que nous ferons à court terme, moyen terme et long terme. Je pense à ce qu'on va dire dans les temps qui viennent sur les questions européennes. Je vois Jean-Michel Valentin qui est là, qui aussi a écrit des ouvrages sur l'environnement, et qui nous a aidés pour la commission environnement sur certains sujets, et contribue pour ce que nous allons dire sur le sujet des élections européennes et de l'environnement. Plus généralement, la question qu'on pourrait appeler environnement et république, c'est-à-dire comment avoir une vision républicaine des enjeux d'environnement au XXIe siècle, comment on touche du doigt des questions très concrètes en mettant ensemble ces deux conceptions, me paraît quelque chose de très important. Je terminerai en disant que souvent, vous m'entendez dire, c'est l'expression que je dis souvent, que ce qui compte, c'est quand même de s'appuyer sur les forces de vie, parce qu'à la fin, quand on va au bout du bout sur les grands enjeux philosophiques, politiques, il est question quand même de défendre la vie face aux forces de mort qui peuvent exister, par exemple sur le plan géopolitique. Eh bien, être aujourd'hui sur la question du vivant, au sens le plus ancré du terme, le plus concret, le plus réel, c'est évidemment aussi un signal, c'est que nous croyons à la vie, nous croyons que à la fin, la vie peut être la plus forte, mais pour ça, il faut être attentif. Et donc, il faut faire attention aux vivants, et c'est justement le titre de ce livre. Donc, nous sommes vraiment maintenant très désireux de vous écouter, et très reconnaissants d'être dans cette situation pionnière pour cette démarche éditoriale que nous avons avec Muriel Beyer. Donc, merci à tous et très bonne soirée. Merci.
Merci Monsieur le Ministre, merci pour vos mots. J'en profite aussi également pour remercier Tatiana Géraud de sa confiance, évidemment Marianne Veillard et Laurent Nunez de leur accompagnement, de leur bienveillance et de leurs conseils toujours avisés qui font d'eux des éditeurs au sens plein et entier du terme. Je suis très fière et on est très fiers avec Tatiana de faire partie de cette collection et de cette maison d'édition. Chère Tatiana, vous êtes directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris-Saclay, membre de l'Académie des sciences, vous êtes académicienne aussi, et professeure invitée de la chaire annuelle Biodiversité et écosystème au Collège de France. Vous êtes une, sinon la plus grande spécialiste de France sur le sujet qui nous occupe, la biodiversité, dans une approche de généticienne sur laquelle on reviendra, et c'est évidemment la raison pour laquelle nous vous avons choisi au Laboratoire de la République pour traiter d'un sujet aussi indispensable, essentiel, vital, cela a été dit par Monsieur le Ministre, qu'est la biodiversité. J'ai pris un immense plaisir à vous accompagner dans l'écriture de ce livre parce que j'ai énormément appris. La biodiversité, on pense la connaître, on pense une notion simple. En fait, c'est une notion extrêmement compliquée, complexe, et c'est ce qui fait d'elle qu'elle est très belle, puisqu'elle nous embarque, et c'est le récit de ce projet, de ce livre, dans la théorie de l'évolution, dans une réflexion sur Darwin, ce que Darwin nous apporte encore aujourd'hui pour comprendre la biodiversité. Et cette compréhension, elle est indispensable pour comprendre les enjeux contemporains qui nous occupent. Vous avez vu la séquence qu'on vient de vivre, elle n'est pas terminée, avec des débats très souvent hystérisés autour de l'agriculture, avec une certaine propension à opposer agriculture et écologie, comme si l'un devait se faire contre l'autre, comme si dans le fond l'écologie devait être la grande coupable. Et vous dites exactement l'inverse en fait. Vous allez dire, et on va revenir dessus, que justement le progrès n'est pas là pour s'opposer à l'écologie, mais au contraire pour l'accompagner. Et c'est vraiment la force de votre propos, qui est dans le fond l'idée de tracer une troisième voie entre d'un côté une écologie qui serait obscurantiste, d'autre un technicisme qui serait vain et source à terme d'une productivité qui s'effondrerait. Et cette voie-là, vous la dessinez. Alors dans un climat médiatique qui manque tant de paroles scientifiques et éclairées, je dirais de manière très impropre que vous remettez l'église au milieu du village, puisque vous défendez un humanisme des Lumières qui nous fait un bien immense et qui s'inscrit complètement dans le propos d'aujourd'hui et dans celui du Laboratoire de la République. Alors je vais commencer par une première question très simple, puisque l'idée de ce livre, c'est revenir sur des concepts qui paraissent évidents et qui ne le sont pas. En demandant d'abord peut-être pour une fois au public sa définition, à lui, de ce que serait la biodiversité. Avec une définition qui vous viendrait pour voir en gros que ça serait quoi la biodiversité pour vous. Et on va voir si cette définition est exacte et s'il y a matière à la développer et donc à en faire un livre. Bonsoir. Vous savez de lire les comprendre la mesure où les étudiants parlent de diversité, en agronomie. Je ne sais pas trop ce que je veux dire. Corrigez-moi si c'est trop, je vous en prie. Pour moi, la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. Mais je n'avance pas trop le débat en disant ça, évidemment. Mais pour moi, c'est plus c'est ce qu'on oublie dans le vivant. C'est tout ce qu'il y a dans les sols, dans les mers, même dans les airs, on va dire. C'est l'ensemble des organismes, de toute taille, peu importe ce qu'ils sont, qui contribuent à faire que l'écosystème existe. L'écosystème, l'ensemble des gens qui habitent un milieu donné et qui, ensemble, font prendre un équilibre. Donc effectivement, le dernier mot est vraiment essentiel, hein, c'est équilibre, hein, c'est-à-dire que souvent les gens ont une vision de la biodiversité qui est une collection d'espèces, alors souvent des très belles espèces, des belles fleurs, des gros mammifères charismatiques, mais un peu les uns à côté des autres, et ça donne une vision vraiment très fausse parce que ça donne l'idée que si on veut préserver la biodiversité, il faut préserver chaque espèce dont on a besoin côte à côte, alors dans des banques de graines ou dans des eaux, alors qu'en fait, effectivement, il faut voir la biodiversité comme un équilibre dynamique. Hein, c'est comme quand on roule à vélo, on est en équilibre, on tient debout parce qu'on roule.
Et si on s'arrête, on tombe. Et la biodiversité, donc c'est plutôt un arbre qui arrête pas de bouger, et c'est la vision de Darwin hein, qui est vraiment toujours d'actualité, qui est que la biodiversité, elle évolue sans cesse, et elle peut se maintenir que si elle continue à évoluer, à s'adapter aux changements environnementaux, alors à ses pathogènes, à ses symbiotes, et donc c'est un équilibre tout le temps et qui se maintient parce qu'il avance, parce qu'il s'adapte. Et quand on comprend ça, ça change toute la vision qu'on a de la biodiversité et de la façon dont on peut garder cet équilibre. Et donc, c'est pas la biodiversité qu'il faut conserver, c'est cet équilibre dynamique qu'il faut laisser continuer. Et donc, il y a plusieurs aspects là-dedans pour que les espèces puissent continuer à évoluer, à s'adapter et donc à se maintenir. Donc, il y a plusieurs échelles de biodiversité. Il y a les lignées très séparées, hein, les bactéries, les animaux, les plantes, les champignons. C'est un niveau de biodiversité, les énormes lignées très différentes qui sont apparues au cours de l'évolution du vivant, et puis les espèces au sein de chaque lignée, toutes les petites espèces différentes, et puis au sein de chaque espèce, en fait, c'est quelque chose que c'est essentiel de la biodiversité et qu'on réalise pas forcément a priori, c'est la biodiversité, c'est la diversité aussi au sein des espèces. On voit, nous, au sein de l'espèce humaine, il y a une diversité énorme en couleur de peau, en taille et en adaptation à des environnements différents. Il y a des populations qui arrivent à vivre en très haute altitude alors que d'autres n'y arrivent pas. On a évolué pour arriver à boire le lait même à l'état adulte alors que l'espèce humaine, au départ, arrêtait de pouvoir boire du lait à l'état adulte. On a continué à évoluer. Et cette diversité au sein des espèces, et donc c'est ça qui est le carburant de l'évolution et de l'adaptation pour que les espèces continuent à s'adapter et à se maintenir. Et cette diversité-là, elle se maintient aussi si les populations sont assez abondantes. Et un des problèmes actuels, donc c'est pas seulement tellement le nombre d'espèces qui disparaît, c'est l'effondrement global de l'abondance des populations, l'effondrement des populations d'insectes, l'effondrement des populations d'oiseaux, l'effondrement des forêts. Et ça réduit toute la diversité et donc l'adaptabilité du vivant. Et donc c'est vraiment l'équilibre qui est important. Non, je pense que... Ah, pardon. Donc, si on reprend donc la biodiversité au sein d'une espèce, au sein d'une lignée, au sein d'une population, c'est ce qui permet à cette population donnée de s'adapter. Si on dessert un peu la focale et si on est dans une vision très anthropocentrée, dans le fond, à quoi ça nous sert à nous qu'il y ait une telle biodiversité? Dans le fond, à quoi ça me sert de savoir qu'il y a 7000 espèces de pommes, qu'il y a 500 de mangues, enfin à peu près dans tous les fruits et légumes, on pourrait faire ce décompte-là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en tire moi? Et pourquoi je pourrais pas me satisfaire de manger des Pink Lady tous les matins, quoi. Voilà. Donc effectivement, on peut vouloir maintenir cet équilibre du vivant pour la beauté de la chose, pour l'éthique de la vie, ou se dire, ben oui, c'est bien beau, mais finalement... ça serait mieux de le conserver, mais c'est quand même les populations humaines le plus important. Et il faut se rendre compte que les populations humaines ne peuvent pas survivre sans tous les services écosystémiques que l'homme tire de la biodiversité. Et donc ça, c'est un nombre de services innombrables. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles espèces clés sont essentielles à maintenir pour conserver globalement nos services écosystémiques. Donc il y a, vous avez sûrement entendu parler maintenant, ça devient quand même assez vulgarisé le problème de la pollinisation. Ça, c'est un service que rend les écosystèmes qui est gratuit. C'est les pollinisateurs qui transportent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles, ce qui leur permet de faire une graine, d'être fertilisées et donc de produire des cultures, des fruits, des grains, du blé, etc. Et ça, donc, on peut se dire, on va juste conserver l'abeille domestique. Ou même faire des drones qui vont polliniser. Mais ce qui est un vrai projet. Pardon. On peut vraiment plus faire des drones. C'est salaud. Les drones, c'est vraiment un projet qui existe. C'est un projet chinois, non, de mémoire, de remplacer les abeilles par des drones. Mais pourquoi ça marche pas? Donc, alors on peut imaginer que ça puisse fonctionner pour des amandiers, par exemple, ou des vergers localement, mais ça va pas polliniser toutes les espèces de plantes sauvages. Et puis ça va être que pour des gros fermiers assez riches, dans des pays assez riches.
pour pouvoir s'acheter des drones, mais surtout, effectivement, ça va pas polliniser toutes les espèces sauvages. Et il y a beaucoup de services écosystémiques qui dépendent d'écosystèmes fonctionnels globalement. Par exemple, le stockage du carbone, c'est essentiel pour absorber une grande partie du CO2 qu'on relâche dans l'atmosphère. Donc, c'est stocké dans les océans par des processus chimiques, par des êtres vivants qui font de la photosynthèse et qui donc absorbent le CO2 pour construire leur matière organique, donc le phytoplancton, des algues, les forêts évidemment. Donc ça, c'est un service écosystémique global qui marche quand les écosystèmes fonctionnent. Il y a aussi la purification de l'air, de l'eau, de l'air et de l'eau. D'avoir de l'eau potable et en quantité suffisante, ça dépend aussi de zones humides fonctionnelles qui vont stocker l'eau quand il y a trop d'eau et éviter des inondations et qui vont les relaguer quand il fait trop sec. Le fait qu'il y ait plein d'inondations et de sécheresses en ce moment, c'est pas que du dérèglement climatique. C'est parce qu'on a supprimé toutes ces zones de biodiversité qui avant faisaient tampon. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'inondations, de chaleur, et on se rend pas encore bien compte à quel point la biodiversité nous permet de tamponner tous ces effets-là et de les réguler. Et que c'est un écosystème globalement fonctionnel qui permet ça. Et on peut pas se dire on va juste conserver telle abeille, tel champignon, même pour la fertilité des sols. C'est les vers de terre, les champignons qui font des symbioses, les micro-organismes, et puis le recyclage de la matière organique. Une forêt, par exemple, c'est pas juste des arbres. On sait qu'on a besoin des forêts, mais les forêts, c'est pas juste des arbres comme ça plantés dans le sol. Ils ont besoin de champignons pour faire des associations symbiotiques. Il y a 70% des espèces d'arbres qui poussent pas sans leurs champignons. Il faut que il y ait des insectes et des champignons qui après recyclent le bois mort. Par exemple, il y a que des champignons sur Terre qui savent dégrader le bois mort. À Tchernobyl, par exemple, il y a plus assez de champignons à cause des radiations dans les zones très irradiées. Le bois mort, il s'entasse, il est plus éliminé. En Australie, on avait importé plein de bovins. Les bousses de vache, elles restaient, elles s'entassaient parce qu'il n'y avait pas tous les décomposeurs locaux qui pourraient éliminer tous ces déchets-là. Et donc, on a été obligé d'importer des tonnes de scarabées d'Afrique tous les ans pour recycler cette matière organique. Et donc, c'est des exemples de services qui nous paraissent évidents parce qu'ils sont gratuits et abondants, mais dont on se rend compte petit à petit que s'ils disparaissent, on peut juste pas survivre. Et on sait vraiment pas à quel point, à quel moment, à quelle espèce va faire collapser un service écosystémique donné. C'est des systèmes de points de bascule, en fait. L'écosystème, on peut perdre 1, 2, 3 espèces de pollinisateurs, par exemple. Ça va toujours être pollinisé. Et puis tout d'un coup, on perd une espèce et tout s'effondre. Et on ne sait pas pourquoi cette espèce-là en particulier. Et on peut plus revenir en arrière puisque les espèces ont disparu. Donc c'est des points de bascule irréversibles. Il y a une belle analogie par un écologue, Paul Ehrlich, qui prend l'image des rivets d'un avion. Donc un avion avec un assemblage de tôles qui tiennent par des clous, des rivets. Et donc il y en a certains qui peuvent sauter. C'est pas grave, il y a de la redondance, ça tient. Et puis à un moment, il y en a un qui saute et tout explose. Et on ne sait pas à l'avance lequel. Il faut absolument qu'il saute pas pour que ça se maintienne. Aujourd'hui, on parle d'une perte de biodiversité. Est-ce qu'on est capable de la quantifier? Est-ce que c'est si grave que ça, d'un point de vue volumétrique? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Est-ce qu'on peut parler d'une 6e extinction, comme cela est évoqué par un certain nombre de scientifiques aujourd'hui? Est-ce qu'on est au bord du précipice ou dans le fond, on peut encore continuer quelques années comme ça? Donc, comme je disais, il y a plusieurs niveaux de biodiversité. Donc, il y a par exemple l'abondance des populations. Donc ça, on peut mesurer. Il y a le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, qui a un suivi temporel des oiseaux communs, le stock. Il y a des milliers de volontaires à travers la France qui écoutent aux mêmes heures, tous les jours, quels oiseaux ils entendent. Et donc, on arrive à faire un suivi très précis de l'abondance des espèces et de quelles espèces sont là. Et les espèces d'oiseaux s'effondrent. Surtout, c'est par exemple des oiseaux des champs, des spécialistes des milieux agricoles.
Donc il y a vraiment un effondrement là, par exemple, un quart dans les 5 dernières années. Des oiseaux de ces milieux agricoles. Les populations d'insectes, elles s'effondrent, elles ont perdu 3/4 en 30 ans. On voit bien quand on fait un voyage en voiture sur l'autoroute, avant on était obligé dans les années 70 de nettoyer son pare-brise tout le temps. Là, on n'a aucun problème, on n'a pas besoin de nettoyer son pare-brise, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'insectes volants. Alors, si on raisonne en termes de nombre d'espèces, pour l'instant, on peut se dire, bon, il y a 3% des espèces d'oiseaux qui ont disparu, 5% des batraciens, c'est pas encore une extinction de masse. Mais ce qu'il faut voir, c'est la rapidité avec laquelle les espèces sont en train de s'éteindre. Ça s'accélère et ça devient exponentiel. On a bien vu avec le Covid ce que c'était qu'une courbe exponentielle. Ça s'accélère et on ne peut pas l'arrêter. Et le problème de ces taux d'extinction, par exemple, pour les batraciens, le taux d'extinction actuel, il est 160 fois plus grand que le taux de la dernière extinction de masse, où 3/4 des espèces ont disparu de la planète. Dont les dinosaures. Dont les dinosaures. Et en plus, alors on peut se dire, bon, il y a déjà eu 5 extinctions de masse. On est à la 6e extinction de masse, mais la vie reprendra le dessus. Mais comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'il faut que la dynamique de la vie, de l'évolution, puisse se régénérer de la vie. Or, si on détruit les habitats, qu'on pollue tous les sols et l'eau, elle peut pas se régénérer, la vie. Si on casse l'équilibre. Et en plus, il y a une échelle de temps. C'est-à-dire que on estime que donc le nombre d'espèces qui va disparaître dans les vertébrés dans les 5 prochaines décennies, il faudrait 5 millions d'années pour qu'elle se régénère. C'est pas l'échelle humaine. Même si elle se régénère, on sera plus là depuis longtemps pour le voir. Alors, est-ce que bon, elle s'effondre très bien. Pourquoi? Donc, on se doute qu'il y a un peu quand même la marque de l'homme dans toute cette affaire. Est-ce qu'on peut faire un classement des pires fléaux qui affectent la biodiversité? Si on devait faire dans l'échelle du pire, qu'est-ce qui impacte le plus la biodiversité et son maintien? C'est difficile de classer les causes. En plus, ça va dépendre des groupes d'espèces, des régions dans le monde. Donc il y a l'IPBES, donc c'est la plateforme intergouvernementale, un peu comme le GIEC qui s'occupe du climat, mais l'IPBES s'occupe de la biodiversité. Donc c'est des experts scientifiques qui recensent plein d'études, de documents scientifiques pour faire un état des lieux de l'effondrement de la biodiversité et des causes de cet effondrement. Et donc pareil, ils ont classé 5 grandes causes. Alors donc ils ont mis un ordre mais bon, ça dépend des régions. Donc le réchauffement climatique est pas actuellement la plus grande cause, la plus grande menace sur la biodiversité. Ça risque de le devenir rapidement. Et évidemment, c'est une forte menace sur la biodiversité. Donc non seulement parce que les espèces sont pas capables de supporter des chaleurs extrêmes, des événements extrêmes, des inondations, des tempêtes, des gels tardifs, mais aussi parce que ça va dérégler toutes ces interactions dont on parlait. C'est-à-dire que c'est pas seulement telle espèce, elle peut plus se maintenir avec cette chaleur-là. C'est que elle va pas bien, elle est obligée de se déplacer un peu avec de la chaleur, mais son champignon, il va se déplacer un peu différemment, son pollinisateur, il va se déplacer un peu différemment, ses micro-organismes du sol encore différemment, et ça risque de tout faire collapser les écosystèmes. Donc ça, évidemment, le dérèglement climatique. Il y a aussi, pour l'instant, la première cause à l'échelle de la planète, c'est les destructions d'habitats. Évidemment, quand on déforeste la moitié de l'Amazonie, toutes les espèces endémiques d'oiseaux, toutes les espèces endémiques d'insectes disparaissent. Donc l'artificialisation des sols, l'urbanisation, l'agriculture intensive, évidemment. Et lié à ça aussi les pesticides. Évidemment, ça c'est une cause majeure d'effondrement des populations et en particulier dans nos régions. Les pesticides, c'est fait pour tuer. Et donc ça tue les insectes, mais aussi les micro-organismes du sol, les vers de terre, tous les pollinisateurs qui viennent sur les plantes. Donc ça c'est vraiment une cause majeure, surtout qu'on a changé un peu la façon de les appliquer. C'est-à-dire qu'avant on appliquait des pesticides quand il y avait une maladie. Donc il y avait une maladie, on faisait un traitement, on soignait. Maintenant, la plupart du temps, en fait, on plante des graines qui sont déjà enrobées de pesticides.
Et donc, déjà, 70% de ce qui est enrobé part dans le sol et tue tout ce qu'il y a dans le sol. Et puis surtout, la plante, elle va être toxique toute sa vie, à tous ses pollinisateurs, tous les insectes qui viennent, et ça s'écoule dans le champ, les oiseaux qui viennent manger les graines. Et donc, le poison, il est là tout le temps, et pas ponctuellement, juste quand il y a une maladie. Après, il y a d'autres causes aussi malheureusement de destruction de la biodiversité. Il y a les espèces envahissantes, dont on entend peut-être un peu moins parler, mais qui peuvent être aussi assez catastrophiques. Donc c'est le fait que, avec le transport de marchandises, les transports humains, il y a de plus en plus d'introduction d'espèces exotiques dans un nouveau milieu. Et ça peut faire, ça peut déplacer des espèces locales. La plupart du temps, quand on introduit une nouvelle espèce, elle se maintient pas parce qu'elle n'a pas évolué localement. Mais de temps en temps, elle devient envahissante et elle peut déplacer les espèces natives. Et avoir plein de réactions en chaîne pas prédictibles. Par exemple, il y a une étude récente au Kenya, où il y a une espèce envahissante de fourmis. Il y a plein d'espèces envahissantes de fourmis sur la planète. Et elle avait déplacé une espèce de fourmi locale qui était dominante, elle accaparait les ressources. Le problème, c'est que cette espèce locale de fourmis, elle protégeait des acacias, parce qu'elle avait une symbiose avec les acacias. Les arbres lui fournissent à manger, le couvert, l'abri, et en échange, elle protège les acacias contre les herbivores. Elle chasse même les petits mammifères, les insectes, etc., qui viennent le manger. Donc les acacias perdaient leurs feuilles, et du coup, les lions, ils pouvaient plus se cacher derrière les acacias pour manger les zèbres. Du coup, ils mangeaient moins les zèbres, mais ils avaient faim. Du coup, ils mangeaient des buffles. Et en fait, du coup, il y a presque plus de buffles. On a introduit une fourmi et ça faisait baisser les populations de buffles. Et donc, ça montre que c'est vraiment des interactions dans les écosystèmes et qu'on introduit ou on enlève une espèce et on ne sait pas ce que ça va donner. Et surtout, il y a plein de pathogènes envahissants. Donc, évidemment, on a eu le Covid, on a les moustiques tigres qui transportent des maladies, mais il y en a plein d'autres. Et donc, une des principales menaces sur les batraciens, justement, sur les crapauds, les grenouilles, c'est un champignon envahissant qui s'est répandu à une vitesse effroyable sur toute la planète et qui est très généraliste. Donc, il peut tuer toutes les espèces de grenouilles, de crapauds, et il le fait effectivement. Pardon. Donc, dans le fond, si on prend ces causes, elles sont imputables à l'homme pour différentes raisons. Donc, soit par artificialisation des sols, soit par usage des pesticides, soit par effet en chaîne du réchauffement climatique, soit par le phénomène de mobilité. Voilà. Et puis, il y a aussi un phénomène absolument passionnant que vous décrivez, c'est quand l'homme lui-même décide de réduire cette biodiversité de manière intentionnelle. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue presque conceptuel, parce que c'est assez contre-intuitif. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est vraiment l'objet de vos travaux et qui font l'objet de nombreux articles actuellement sur les fromages, et en particulier les fromages à croûte, donc le camembert et le roquefort, nos icônes nationales, et dans différents articles parus il y a peu, est évoqué le fait, suite à vos travaux, que le camembert et le roquefort pourraient disparaître si on n'y prend pas garde. Alors expliquez-nous un peu ça, parce que on est très inquiets. Que se passe-t-il sur nos fromages à croûte? C'est toute la problématique de la domestication. Vous savez qu'on a domestiqué des espèces vivantes, c'est-à-dire qu'on les a fait évoluer sur l'influence de la sélection humaine. Donc nous, d'un point de vue fondamental, de sciences fondamentales, ça nous intéresse beaucoup la domestication, parce que depuis Charles Darwin, il avait utilisé la domestication comme un modèle d'évolution et d'adaptation. Lui, il avait pris l'exemple des pigeons, et d'ailleurs, il avait appelé le mécanisme de la sélection naturelle, vraiment d'après la sélection artificielle qu'on exerce sur les organismes, en disant c'est exactement la même chose. Il y a une variabilité au départ. On autorise certains individus à se reproduire qui ont les caractéristiques qu'on souhaite. Et donc, on fait changer l'espèce. Par exemple, si à partir du pigeon biset qui est très gris, je veux faire une colombe, je vais prendre les individus les plus clairs, je vais les faire des petits. Parmi les petits, je retrie les plus clairs, je les fais faire des petits, etc. Et de génération en génération, j'aurai des individus de plus en plus clairs jusqu'à avoir des colombes.
Et donc on a fait pareil avec le maïs. Hein. Après, depuis une plante qui faisait des graines toutes petites, très dures, ben, à force de choisir chaque génération les individus qui faisaient les plus gros grains, les plus riches en amidon, qui restaient sur la tige avec une grande tige, ben, on a vraiment changé drastiquement les espèces. Et d'ailleurs, lors de la domestication, on a même augmenté la diversité, la biodiversité, parce qu'on a généré des variétés très différentes entre elles et très différentes des espèces sauvages. Par exemple, de toutes les variétés de chiens, hein, toutes les races de chiens. Donc le chien, c'était le premier organisme vivant qu'on a domestiqué à partir du loup gris. Et on a fait des dizaines et dizaines de races très différentes, de taille, de poids, de couleurs, de comportements très différents. Pareil, en sélectionnant des individus. Donc on a généré de la biodiversité. Mais le problème, c'est que récemment, en fait, avec l'industrialisation de l'agriculture, on a tout d'un coup appauvri la diversité. On a oublié toutes les vieilles races de pommes, par exemple. Alors, les pommes, c'est un peu particulier parce qu'il y a encore plein de gens qui aiment bien qui arrivent à conserver les races anciennes, mais on mange globalement plus que 4-5 variétés. Pareil pour le maïs. Il y avait des centaines de variétés de maïs, des roses, des noirs, des bruns, des gros, des petits, et adaptés à leurs conditions locales pour pousser plus en altitude, plus chaud, à plus de sécheresse. Et récemment, en fait, on a voulu la plus grande performance à court terme, et on a pris quelques variétés qu'on a plantées partout sur la planète. Et donc globalement, on a perdu la diversité. Et comme on a vu tout à l'heure, l'évolution, l'adaptation, elle peut plus se faire sans diversité. Pendant longtemps, les sélectionneurs, ils savaient que s'ils sélectionnaient trop fort, après, ils pourraient plus continuer à sélectionner sur d'autres caractères. Il fallait garder un pool de diversité assez grand pour continuer à sélectionner. Et là, la diversité, pareil, dans les variétés cultivées, s'effondre. Et pareil dans les moisissures du fromage. Donc, on a aussi domestiqué les moisissures pour faire du fromage. Hein, vous avez du fromage bleu. Ce qui est bleu à l'intérieur, c'est des spores d'une moisissure. Hein, ça aide le fromage à transformer le gras, les protéines, pour que ce soit plus qu'on puisse le conserver sans que ça tourne, et pour développer des arômes. Et donc le fromage bleu, par exemple, là, on a étudié génétiquement, on a trouvé 2 populations qu'on trouve dans le fromage bleu, mais la même espèce, on la trouve aussi dans les fruits moisis, le pain moisi. Donc on a essayé de faire des fromages avec ces moisissures-là du pain, et ça donne vraiment pas des bons fromages, quoi. Donc c'est aucun goût, ça sent la serpillière moisie. Donc on a vraiment fait évoluer ces moisissures pour qu'elles développent des bons arômes, qu'elles fassent des bons fromages. Mais pareil, le problème c'est que récemment, en fait, il y a en gros un individu qui est utilisé maintenant pour tous les fromages bleus du monde entier. Un individu, un champignon. Un individu champignon, ouais. Une moisissure, un clone, une lignée clonale. Sauf à Roquefort, où grâce à l'AOP, l'AOP a obligé d'utiliser des souches locales de Roquefort, et donc là, ils n'ont pas pu récupérer cette unique clone qui est utilisée partout. Donc à Roquefort, on a gardé un peu de diversité, mais partout ailleurs, on a tout perdu. Et donc, quand on n'a plus de diversité, on peut plus s'adapter. Et effectivement, ces moisissures, elles dégénèrent, par exemple, elles ont perdu leur fertilité. Elles sont plus capables de faire de la reproduction sexuée. Elles sont uniquement capables de faire de la multiplication végétative. Et pareil pour le camembert. Donc, la croûte du camembert blanche, c'est une moisissure. Et donc, pendant longtemps, les gens avaient sélectionné des moisissures, mais qui étaient bleues. Hein. Il y a 50 ans, 60 ans, les brie et les camemberts, ils étaient bleus moisis, comme les fromages bleus. Et il y a des chercheurs qui ont vraiment isolé un mutant blanc albinos qui avait perdu sa capacité à faire des pigments parce que ça faisait moins moisi. Et du coup, tout le monde a repris ça petit à petit. Et donc maintenant, pareil, on n'a plus qu'un clone utilisé partout, dans tous les bries, dans tous les camemberts, dans le monde entier. Et on a perdu cette diversité originelle. Et pareil, donc il est plus capable de se reproduire de façon sexuée. Il a perdu sa fertilité. Alors, il n'y a pas de danger immédiat sur le camembert. Donc en fait, cette sélection, c'est intéressant quand on part de ce travail que vous avez réalisé, d'observer ce que c'est qu'une domestication au prix d'une perte de diversité. Il me semble qu'on la retrouve aujourd'hui dans un débat qui est extrêmement présent et vif
notamment au niveau européen, qui est celui de ce qu'on appelle par ses détracteurs les nouveaux OGM, à savoir les New Breeding Techniques, les NBT, qui sont proposés comme réponse au changement climatique. Donc on considère, et vous allez nous expliquer ça un peu mieux, que ces nouveaux organismes, parce qu'on les modifie, on va modifier avec eux donc les végétaux, des fruits, etc., qui seront mieux adaptés au changement climatique. Donc en fait, ces nouvelles espèces sont la solution au changement climatique et vont nous sauver. La position française est à ce stade très favorable à ces technologies. Les débats s'annoncent vifs au niveau européen. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles solutions? Alors je pense que c'est une fausse bonne solution. C'est-à-dire que ça, en fait, ça résout rien et ça va poser plein de problèmes et faire plein de risques. Et en fait, ça participe un peu d'une vision très simplifiée du vivant qui comprend pas justement cet équilibre dynamique et comment se génère l'adaptation. Si on veut faire des plantes résistantes à la sécheresse, donc c'est un caractère quantitatif. C'est-à-dire que c'est pas tout ou rien, on n'est pas résistant ou sensible. Il y a ce qu'on appelle une courbe de Gauss, avec, si on regarde la résistance à la sécheresse, il y a plein de plantes qui vont être au milieu, puis quelques rares extrêmes qui vont être très résistants et d'autres très sensibles. Et donc ce qu'on veut, par exemple, si on veut les très résistants, ben c'est un caractère quantitatif, ça veut dire que c'est pas un gène avec deux allèles, deux variants qui vont faire je suis sensible ou résistant. Ça va être plein de gènes dans le génome avec chacun un effet faible et plein de variants différents dans les populations. Et donc c'est en croisant plein d'individus différents sur des mutations qui sont arrivées pendant des milliers et des millions d'années dans plein de populations qu'on recombiné, qui ont déjà été soumis à sélection naturelle, qu'on arrive en croisant à trouver quelques individus qui sont exceptionnellement résistants à la sécheresse. Et on peut pas savoir a priori, qui est un peu l'idée de ces OGM, ces nouvelles NBT pour New Breeding Technology. Tu peux juste redire comment ils marchent? Comment c'est quoi ça se base sur la technique de CRISPR-Cas9, c'est ciseaux moléculaires, donc découvert en partie par une Française, Emmanuelle Charpentier. Donc c'est un système fantastique pour la recherche, c'est-à-dire qu'on peut vraiment très précisément dans le génome changer une paire de bases, très précisément dans le génome, et donc c'est beaucoup plus efficace et précis que les anciennes techniques pour modifier les génomes. Mais ça change pas grand-chose au problème finalement. C'est-à-dire que si je veux une plante résistance à la sécheresse, c'est pas en allant changer 2-3 paires de bases dans le génome que je vais faire quelque chose tout d'un coup de révolutionnaire. Les anciens sélectionneurs le savaient très bien. Pour faire quelque chose de vraiment nouveau, faut mélanger plein de choses et regarder ce qui sort. Parce que il y a plein de gènes à des petits effets, avec plein d'interactions positives ou négatives entre les gènes, et on ne peut pas le savoir a priori. Le vivant est infiniment plus complexe que cette vision de juste un gène, une protéine, un phénotype, un caractère. Donc c'est pas une solution, et ça cause plein de problèmes, dont cette baisse de diversité. Parce que si on génère des OGM, comme ça, modifiés, on va pas pouvoir en faire plein. Et donc, on va planter, un peu comme le camembert, où on va perdre toute la diversité qu'on avait, tous les fonds génétiques qu'on avait. Alors que c'est ça qu'il faut qu'on garde pour pouvoir continuer à adapter les cultures. Et si on regarde effectivement les pays qui ont adopté les OGM, qui en plantent, 99% des variétés qui sont plantées, c'est des résistants aux herbicides ou qui ont intégré des toxines contre les insectes. Et donc en fait, les OGM n'ont absolument pas amélioré la productivité, ils ont fait que faire répandre plus de pesticides et de toxines dans l'environnement. Parce que donc par exemple, on fait un maïs résistant au Roundup, et donc comme ça, on répand plein de Roundup et toutes les plantes adventices sont mortes sauf notre maïs. Et donc le but de ces techniques, c'est de répandre plein de pesticides dans les champs pour qu'il y ait que notre plante qui pousse. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est une catastrophe écologique. En plus, on le sait bien pour les antibiotiques. On dit, si on veut que les antibiotiques restent efficaces, que les pathogènes évoluent pas des résistantes, il faut pas les utiliser à large échelle. Il faut les utiliser quand on en a besoin, pour pas qu'il y ait une sélection globale énorme sur les pathogènes.
On est en train de faire exactement ça dans les pays qui plantent les OGM. Ils répandent plein de pesticides, ils mettent des toxines partout dans l'environnement. On le voit en Afrique du Sud, aux États-Unis, il y a des résistances qui apparaissent et donc ils sont plus efficaces. Les quelques outils qu'on avait deviennent plus efficaces. Mais justement, un des arguments qui est avancé sur ces nouvelles technologies, c'est bien de diminuer le nombre de pesticides. C'est-à-dire qu'ils disent, on va créer des variétés qui n'ont plus besoin de pesticides, qui sont suffisamment robustes pour les éviter. Est-ce que ça, c'est un leurre ou pas, ou est-ce que dans le fond, c'est un argument qui serait recevable et qui serait contraire à cette idée que les OGM participeraient d'une augmentation du pourcentage de pesticides? C'est clairement pas ce qu'on observe dans les pays qui ont adopté les OGM. Donc 99% des OGM plantés actuellement sur des surfaces énormes, c'est des résistants aux herbicides et donc ça fait répandre plus d'herbicides ou qui intègrent des toxines qui sont toxiques pour les insectes. Alors, intégrer des nouvelles résistances contre des pathogènes, on le fait déjà par la sélection et encore faut-il avoir ce gène-là. Donc encore faut-il avoir les ressources génétiques. Et ça, c'est justement garder la diversité. Et après, il y a aussi le problème des brevets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème du modèle économique et d'agriculture qu'on veut. C'est-à-dire que, en fait, le principal avantage des OGM, c'est que c'est brevetable. Et c'est aussi une des principales menaces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est brevetable, ça veut dire qu'on verrouille tout le génome qui peut plus être réutilisé par d'autres agriculteurs pour continuer à améliorer. Et c'est aussi une appropriation du vivant. Et c'est, encore une fois, une baisse de diversité globale dans les cultures. Donc ça veut dire une plus forte sélection sur les pathogènes. Globalement, on voit pas que ce soit une bonne solution pour les problèmes. Et d'ailleurs, dans les pays qu'ils ont adoptés, ça ne l'a pas été. Et même sur le principe, ça peut pas l'être. Par ailleurs, on vient de lire aujourd'hui donc la parution d'un avis de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui revient sur donc ces nouvelles techniques et qui va dans le sens de ce que vous dites de manière assez intéressante et qui pointe les risques et les dérives qu'on peut attendre de ces nouvelles technologies. Donc c'est sorti pas plus tard qu'aujourd'hui dans Le Monde, il me semble. Donc là, on est dans une réflexion qui se dit, dans le fond, non à, vous dites, c'est non à ces nouvelles technologies. Si on renverse un peu le prisme, qu'est-ce que la technique peut nous apporter aujourd'hui pour développer une agriculture qui serait viable, qui serait productive, qui serait pérenne? Que faire du bio aujourd'hui, puisque on entend très souvent cette musique selon laquelle le bio serait moins productif que l'agriculture intensive et que dans le fond on ne s'en sortirait pas puisque le bio ne permettrait pas de nourrir toute une population et a fortiori la population française. Est-ce qu'il y a une voie de passage entre la technique d'un côté, l'agriculture intensive de l'autre et une agriculture qui serait encore celle de la charrue et des bœufs? Alors, de toute façon, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas le choix. Parce que si on continue comme ça, il y aura plus rien. De toute façon, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est une catastrophe, l'effondrement, la fertilité des sols, des pollinisateurs. Donc, de toute façon, on peut dire qu'on n'a pas le choix. Et puis, les questions de productivité, c'est-à-dire que là, pour l'instant, 70% de nos surfaces agricoles servent à nourrir le bétail, par exemple. Donc, si on diminue notre consommation de viande par 2, on résoudrait déjà beaucoup de problèmes en termes de pesticides, de surface agricole, de productivité. C'est beaucoup plus rentable de manger des protéines végétales que animales à tous les points de vue. Donc, il y a plein de solutions. Et puis, si on veut réduire les pesticides, il faut en fait repenser tout le système parce que évidemment, arrêter les pesticides du jour au lendemain dans un système où on plante la même variété sur des hectares et des hectares, ça fonctionne pas parce que les pathogènes, quand ils s'adaptent très vite à des nouvelles ressources aussi abondantes que ça. Donc il faut rechanger le système, réintroduire de la diversité dans les agro-systèmes.
réintroduire des haies, de la variété, pour qu'il n'y ait pas autant de pression sur les pathogènes. Donc oui, c'est possible, mais en changeant le système, et puis en accompagnant qu'il y ait des politiques publiques qui accompagnent ces changements, qui les rendent possibles. Il y avait d'ailleurs une grande étude dont j'ai oublié la référence, mais je crois conduite aussi par l'IPBES, qui démontrait que des techniques d'agroécologie, donc éprouvées, pouvaient sur le moyen, voire et a fortiori sur le long terme, être plus productifs que des pratiques d'agriculture intensive qui, comme vous le dites, en fait, sont in fine vouées à l'échec, puisque ne planter que la même espèce sur un champ à perte de vue ne fait que générer la naissance de nouveaux pathogènes qui sont d'autant plus capables d'être résistants à ces variétés et à se propager à une vitesse lumière, alors que si on fait le choix d'avoir plusieurs espèces au sein d'un même espace, on se protège de ces pathogènes et in fine on utilise moins de pesticides. Donc on va s'arrêter là pour notre échange. Merci beaucoup Tatiana. Je pense qu'il y a plusieurs questions. Il y a merci. Une première question, c'est quelque chose justement. Au début, vous avez dit que c'était imprévisible de savoir quel est le moment de bascule, quel est l'élément à l'intérieur de la biodiversité qui fait qu'il y a une irréversibilité de la chute de la biodiversité. Est-ce que l'intelligence artificielle ouvre des perspectives sur ce point pour une plus grande prédictibilité et les ordinateurs quantiques ne se font derrière? Alors, on peut imaginer que probablement ça va aider beaucoup la recherche. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle se nourrit de données. Et le problème principal dans la prédictibilité de ces points de bascule et de quelle espèce est essentielle, c'est les données écologiques qui nous manquent. C'est-à-dire savoir quelle espèce interagit avec laquelle. Et tout ça, il faudrait des millions de chercheurs pendant des dizaines d'années pour arriver à acquérir ces données. Donc probablement l'intelligence artificielle va arriver à faire des modèles globaux qui vont aider à la compréhension, mais qui pourront jamais nous dire à partir de si telle espèce disparaît, tout s'écroule. Oui, bonjour, merci pour ce exposé remarquable. Moi, ça fait 21 ans que je travaille sur les effets géopolitiques du changement climatique. Et en vous écoutant, j'étais très frappé par le mot effondrement qui revient très régulièrement dans votre propos, et l'utilisation assez régulière aussi du verbe survie. Tout d'un coup, je me disais, mais s'il y a des dégradations brutales et massives de services écosystémiques à grande échelle, on va vraiment se payer ce qu'on appelle des guerres de survie pour accéder aux zones où il y aura un maintien plus ou moins long de ces services écosystémiques. Par exemple, là, on est quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ça risque d'être compliqué. J'aurais voulu votre avis, surtout que moi je ressens dans votre propos une très grande émotion. Donc c'est clair, on risque d'avoir des migrations, des guerres, quand il y a localement des environnements qui deviendront invivables à cause des dérèglements climatiques et de l'effondrement de la biodiversité, et on peut dire que ça va arriver très vite. Et en plus, le problème vous le savez, du dérèglement climatique et de la biodiversité, c'est que c'est vraiment à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'en plus, il suffit même pas de se dire, en France, on va arrêter les pesticides, c'est un peu le problème de la tragédie des biens communs. C'est-à-dire que l'Amazonie, malheureusement, on peut pas directement faire quelque chose, le fait que ça se déforeste, mais on va en payer les conséquences. Le fait s'il y a des effondrements, le stockage du carbone dans les océans, s'il y a des pays qui passent trop de chaluts, qui détruisent globalement, ça affectera toute la planète. Et donc, géopolitiquement aussi des conséquences énormes.
Bonsoir, je vous remercie déjà premièrement pour ce moment, pour cet échange. Dans votre discours, ce qui m'a frappé aussi, c'est la nécessité de diversité sur laquelle vous insistiez, diversité des espèces au sein d'un écosystème. Et je me suis posé la question, je me pose la question, si les mesures comme par exemple celle annoncée par le président de la République il y a quelques mois sur la plantation d'un arbre par collégien, dans quelle mesure est-ce que ça a un impact réel sur la création d'un nouvel écosystème? Est-ce que ça permet de compenser? Est-ce que c'est un moindre mal par rapport à ce qui peut être fait ailleurs dans la destruction des écosystèmes, justement? Merci. Toute chose est bonne à prendre, de toute façon. Après, effectivement, comme je disais, une forêt, c'est pas que des arbres. Donc si on détruit une forêt qui est en équilibre, donc avec des arbres de différentes espèces, de différents âges, avec ses propres micro-organismes, ses oiseaux, ses insectes, qu'on détruit complètement et qu'on replante quelques arbres, on voit bien qu'on n'a pas compensé, on n'a pas recréé la même chose. Et donc, d'ailleurs, dans la loi, on voit que effectivement, ça suffit plus de compenser. Il faut d'abord arrêter de détruire et pas seulement et que oui, c'est très difficile de vraiment compenser un écosystème qui est détruit ou de la biodiversité qui est détruite. Et d'ailleurs, et des espèces qui disparaissent, elles sont disparues pour jamais, pour toujours, quoi. Est-ce qu'il y a un peu de lueur d'espoir à la très très pessimiste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, un point d'espoir, c'est que la vie reprend vite ses droits. Si elle n'a pas complètement trop, si elle s'est pas trop effondrée encore, elle repart très vite. On l'a vu pendant le Covid. L'évolution est très puissante. À partir du moment où il reste un peu assez de diversité et assez d'habitat et de conditions pour que l'équilibre reprenne, ça reprend vite ses droits. Et on n'est pas encore à un point on n'a pas dépassé encore le point de bascule pour beaucoup d'environnements et beaucoup de choses. Mais il faut prendre conscience que on ne sait pas où est le prochain point de bascule et qu'on ne pourra pas revenir en arrière parce que les espèces auront disparu. Donc on est encore avant, et si on fait les choses, il y a de l'espoir. Et on voit que les jeunes générations ont de plus en plus conscience, et on peut faire des choses à plein niveau. Il ne faut pas attendre que les politiques publiques le fassent pour nous. Chaque individu, en mangeant moins de viande, en soutenant des associations, en faisant attention dans son jardin, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Et en votant, en soutenant des associations qui ont vraiment du pouvoir et qui font des choses, il y a plein de levées d'action et plein de gens qui ont envie de faire des choses. Donc oui, il y a de l'espoir. Mais il faut faire attention aux vivants. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé vraiment brillant. J'ai 3 questions pour vous. La première, démographique. Est-ce que les variations démographiques avec le vieillissement, l'effondrement démographique en Europe et en Afrique, en tout cas le développement de la démographie, affectent la biodiversité, si oui, de quelle façon? La deuxième, économique. On est avec la mondialisation dans un système ultralibéral qui est intéressé d'abord par le profit avant de s'intéresser à la biodiversité. Est-ce que là, il n'y a pas un rôle d'éducation? Alors, je dis entre guillemets, je ne sais pas de quelle manière on peut éduquer les chefs d'entreprise et les politiques. Et enfin, une question sur la technologie. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne va pas imaginer, ou en tout cas encourager certains investisseurs et développeurs à travailler sur des techniques justement d'observabilité et de démos pour nous aider, comme computer vision, etc., à mieux observer les données? Merci. Donc sur l'aspect économique, c'est clair, c'est le problème du court terme et du long terme, et de se dire que évidemment à moyen terme l'effondrement de la biodiversité va coûter de l'argent et énormément, tous ces services écosystémiques qui pour l'instant coûtent rien
il faudra soit les payer, soit on pourra même rien produire ou même pas survivre. Donc, pour répondre à ça, il y a des chercheurs qui ont essayé de chiffrer un peu ces services écosystémiques. Et que si on met un prix à ces services, c'est-à-dire combien ça nous coûterait de le faire, on arrive à des chiffres qui sont de l'ordre de la moitié du PIB mondial chaque année. C'est faramineux. Donc, en mettant ça en avant, pour essayer de parler au monde économique. Le problème, c'est que ça a des effets pervers. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, calculer que finalement, à court terme, ça me coûtera moins cher d'avoir un drone que de conserver des abeilles. Si on commence à rentrer dans ces systèmes-là, donc c'est aussi, ça peut avoir des effets pervers. Donc, mais oui, c'est le principal problème, c'est les échelles de temps et le bénéfice à court terme versus la survie à moyen terme. Pour l'aspect technologique, donc évidemment avoir des données, pour les chercheurs évidemment c'est essentiel et les nouvelles technologies aident évidemment, mais là on est à un point où c'est même plus les données, c'est vraiment agir pour conserver cet équilibre de la biodiversité pour la survie des populations. Je sais pas si je l'ai assez dit, mais donc cet aspect technologique aussi, c'est sûr que ça peut apporter de l'aide, évidemment, et il faut pas s'en priver, mais il faut pas que ça participe du déni et de se dire, on aura toujours une technologie qui va nous permettre de nous en sortir. C'est un peu le mythe de Dédale et Icare, d'avoir toujours une nouvelle technologie qui nous permet de réparer nos erreurs d'avant, qui cause une nouvelle catastrophe encore plus grave pour lequel on trouve une nouvelle technologie jusqu'au point où on tombe et où ça fonctionne plus. Donc oui, les nouvelles technologies peuvent aider, mais il faut pas qu'elles empêchent de quand même essayer de conserver cet équilibre et pas de se dire qu'on trouvera plus tard toujours une solution. Sur la démographie, alors clairement toutes ces causes de destruction de la biodiversité sont liées aux populations humaines. Après, j'ai pas forcément d'idée particulière si le vieillissement de la population ou des populations plus jeunes, ça dépend aussi surtout d'un niveau peut-être socio-économique, de culture et aussi d'avoir effectivement assez de temps et de ressources pour s'occuper du moyen terme et pas seulement du court terme et de sa propre survie pour arriver à s'occuper de la survie des personnes dans 10, 20 ou 50 ans. Merci beaucoup. Juste une question pour démontrer un peu d'espoir, je sais pas, à un niveau individuel, il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, qui est la récupération et la valorisation des déchets alimentaires. C'est presque à la mode, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut avoir un impact réel? Des quoi, pardon? La valorisation des déchets alimentaires, compost. Ah oui. Donc oui, c'est une des actions utiles évidemment de recycler la matière organique. Ça, il faudrait que je cherche des études, je sais pas. Parce qu'on dit quoi? Oui. Après, ne serait-ce que garder l'espoir pour continuer à faire des choses, déjà en soi, c'est utile. La dernière question. Vous n'avez pas tellement parlé de la mer. Tout récemment, on a vu que les recherches au large du Chili avaient, sur un espace de 50 km² de grand fond, avaient permis de trouver des dizaines d'espèces nouvelles. Et il semble, je crois que c'est seulement 15% des grands fonds qui sont vraiment connus sous l'angle de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a au fond de l'eau une sorte de conservatoire de la biodiversité qui peut avoir rassurant en soi, mais surtout qui peut peut-être inspirer certaines choses, permettre certaines choses? Et plus généralement, quelle est la situation de la mer selon de la biodiversité? Donc, quelles sont à la fois les menaces et les espoirs du côté de la mer en matière de biodiversité? Donc effectivement, il y a une richesse en termes de biodiversité dans la mer qu'on a très peu explorée scientifiquement, parce que c'est moins accessible évidemment.
Mais c'est pas parce que, alors clairement, il y a plein de biodiversité dans la mer qu'on connaît pas, donc on en découvre. Mais c'est pareil dans une flaque d'eau. Hein. Quand on va dans une flaque d'eau, on séquence au hasard un gène barcode, un code barre. On découvre plein de lignées dont on n'avait absolument aucune idée. Quand on va échantillonner un sol en Amazonie, pareil, on découvre des milliers de lignées qu'on connaissait pas. Donc c'est un peu partout dans toutes les zones moins explorées scientifiquement. Mais c'est pas ça qui nous sauvera quelque part, parce que il nous faut tous les écosystèmes fonctionnels. Il nous faut une forêt fonctionnelle, des sols fonctionnels partout là où on vit. Et la mer est dans un état aussi très menacé. Donc il y a la surexploitation qui fait s'effondrer beaucoup de populations de poissons, mais aussi d'autres organismes. Et il y a ce réchauffement aussi climatique qui fait beaucoup de mal actuellement. On a l'impression que l'océan se réchauffe beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et plus vite que l'air. Et donc ça affecte toutes ces populations, toutes ces espèces, et qui risquent de disparaître avant qu'on les ait découvertes. On prend une dernière question. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour cette conférence, c'est très intéressant. Juste une question. Alors, on a parlé d'ultralibéralisme, mais on n'a pas parlé de quelque chose aussi. On a parlé des causes de cet effondrement de la biodiversité et de destruction de l'habitat, tout ça. À mes yeux, tout ça, c'est un peu lié à quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir, c'est le capitalisme. Est-ce qu'à vos yeux, c'est pertinent d'adopter une perspective anticapitaliste face à cet effondrement de la biodiversité? C'est une question passionnante, mais je pense que je suis pas spécialiste de ces questions-là. Donc, je vais sortir ma carte joker. Merci beaucoup. Juste, je précisais que la commande toujours du ministre était de faire des livres positifs. Donc, je crois qu'on a malgré tout, vous verrez, il y a beaucoup de notes d'espoir dans ce livre. Et Tatiana, quand on creuse et qu'on cherche dans ce qu'elle dit, il y a plein d'espoir. Et le premier, c'est celui de nous comme citoyens. Vraiment, vous l'avez dit et il faut le redire. C'est oh mais je peux pas. Il y a Tatiana qui. Donc c'est dans nos actions comme citoyens et a fortiori comme consommateurs. Et il faut encore le rappeler et on espère en tout cas que ce livre permettra d'éclairer aussi davantage des débats, des interrogations actuelles et qui n'a vocation, grâce à votre travail, à changer nos habitudes de consommateurs et peut-être nos réflexes citoyens ou politiques. Merci beaucoup.